au sud de Marseille. On se croirait à la campagne. En réalité, on est encore dans un arrondissement de la ville. Comme tous les week-ends dès l'arrivée de l'été, des Marseillais viennent profiter de l'un des plus beaux endroits de la région, les Calanques. Un paysage de rêve, à seulement 10 minutes de voiture du centre-ville. On y accède par cette petite route de montagne. Normalement, c'est à pied que l'on doit faire le chemin, mais Ange Pachito, un retraité, a un privilège par rapport aux autres. Cette carte. C'est un laissez-passer, avec mon nom, mon prénom, et là, il y a un C, ça veut dire cabanonnier. Si on ne produit pas ces laissez-passer, tout Marseille peut venir à Sormiou. Donc, il va y avoir des milliers de voitures, des milliers. Bon, donc, il y a uniquement les calanquais, les cabanonniers, ceux qui paient un loyer aux propriétaires qui ont le droit à se laisser passer. Car la calanque de Sormiou est une propriété privée. Elle appartient à un seul propriétaire qui loue à l'année des cabanons. Il y a même une gardienne à l'entrée, Simone, qui contrôle tous les allées et venues. Ils n'ont pas de laisser-passer, ils n'ont pas le droit. Ou alors il faut réserver au restaurant, passer avant 8 h le matin. Et avec Simone, pas question de resquiller. Excusez-moi. Bonjour. Non, on va au restaurant. Au restaurant, ils ont le droit de passer. Voilà. Pardon, je crois Vous aimeriez avoir un cabanon ici? Je sais pas. T'aimerais un cabanon ici, Camille? Je pense que ça doit être magnifique, oui. Pourquoi pas? Grâce à ce filtrage sévère, l'endroit reste l'un des plus sauvages de la Méditerranée. Le cabanon d'Ange Pachito est l'un des mieux placés, tout près du petit port de Sormiou. Autochtone, ça va, mes chéris? La famille Pachito est locataire à vie depuis 3 générations. Il le loue environ 2000 € par an. La vue est imprenable, le confort plutôt rudimentaire. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est la petite chambre de mes petits-enfants. Alors, c'est tout couvert pour la poussière. Voilà, la petite chambre de mes enfants, mes petits-enfants. Les petits, quand ils sont à Sormiou, pour aller se baigner. Et pas pour rester dans le cabanon. Hein. Et ça, c'est quoi? Le drapeau de la ville de Marseille. Donc pour le 14 juillet, on pavoise. Les couleurs sont celles de la Grèce, le pays d'origine des fondateurs de la ville. Voilà, nous sommes Marseillais et fiers de l'être. Au sauveur! Oh! Comment elle est, l'eau? Ouais? Tu crois que je pourrais me baigner? Je risque pas l'angine? Bonjour, mon chéri. Bonjour. Alors, comment elle est, l'eau? Elle est bonne. Elle est salée ou... Oui. On se baigne, on joue aux boules, on joue au foot, on va au terrain de boule. On va chasser avec l'arpent, on va pêcher, on va tout faire, quoi. Au programme pour les petits-fils d'Ange Pachito et les autres locataires des cabanons, les mêmes rites depuis 120 ans. Plongée, pêche, pétanque et grillade au barbecue. Ici, on vit typiquement marseillais. La plupart ont d'ailleurs conservé leur cabanon tel qu'il était au début du siècle, pour respecter les traditions, comme Philippe, un voisin. Ça, c'est le cabanon, on va dire, qui est resté... J'ai fait en sorte qu'il reste authentique, c'est-à-dire pas de modernisme, pas de PVC, pas de choses modernes, ouais. Bon, les plus anciennes, voilà, la petite table à noyer qui a toujours eu quand j'étais petit, elle est là, je l'ai conservée, je vais restaurer. On verra, un peu la déco, ça c'est mon père, ça, voilà, qui a imaginé ça, oui. On peut s'en servir pour aller sur le... On la sort, hop, on la met sur le bateau, et puis on les remet en place.
c'est pour éviter de... Voilà, ça prend pas de place, ça sert de rampe. Tac, voilà, tout est calculé. Voilà. Ici, personne n'a d'eau courante et l'électricité vient d'un panneau solaire. Alors pour écouter de la musique, mieux vaut être bricoleur. Un convertisseur qui prend du 12 volts et qui développe du 220. Voilà, avec prise allume-cigare, un petit montage maison que j'ai fait. Et là, on a l'électricité, on a du 220 volts et on peut faire marcher une radio. Une radio ou autre. Hein. Voilà, on s'organise. On s'organise et puis on n'utilise pas de piles. Je suis pas écologiste, hein, t'es sûr. Hein, mais bon, oui, attendez, hop. On t'attend des choses. À midi, il y a un rite qu'on ne raterait pour rien au monde. Pizza et pastis. Vous faites régulièrement des Mais chaque fois qu'il y a une fête, Chaque fois que c'est midi, l'été. Voilà. Ça, alors, voilà, midi. Les gens passent là, on vient boire l'apéritif. Alors tu passes, Denis, viens boire l'apéritif. Voilà comment ça se passe. Et c'est comme ça que la bouteille de pastis, elle s'évapore. Et il n'y a pas que l'apéritif qui est sacré. La sieste. Les gâtounes. Un couple, il faut bien que par moment, il se fasse des gâtés, non? Qu'on fasse un petit câlin. Des câlins, voilà. Les gâtounes. C'est des gâtounes. Sûrement. Ça dépend combien vous êtes dans le cabanon. Hein. Ouais, mais Mais tous ces plaisirs, les Marseillais des cabanons craignent de bientôt les perdre. Car dans un an, les Calanques devraient devenir parc national. Il faudra emprunter des chemins balisés, la pêche va être encadrée. Fini les grillades au feu de bois. À entendre les cabanonniers de Sormiou, c'est tout un mode de vie qui serait menacé. André Pachito, le fils d'Ange, ne compte pas se laisser faire. Notre vie avec le parc national va obligatoirement être bouleversée. Obligatoirement. Alors on est pour la sauvegarde, on est pour la nature, sauvegarder la nature. Et vous pouvez voir qu'ici à Sormiou, nous l'avons fait, et depuis des générations. Mais nous, on ne veut pas de parc national. Mais si jamais ça passe? Eh bien, il y aura certainement vraiment des problèmes avec les gardes, avec le directeur du parc. Parce que si ça passe, bon, nous, on ne veut pas que ça passe en l'état. Si les Calanques sont classés parc national, les cabanons se transformeront, selon lui, en attraction pour touristes. Dans sa colère, il n'a pas peur de l'exagération. Là, nous avons, mettons, 10 ou 15 bateaux par jour. Et quand il va y avoir le parc national, ça va être 100 bateaux par jour. Voilà. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas à la foire. Je veux dire, bon, s'ils veulent photographier Sormiou, ils peuvent le photographier un peu plus loin. Voilà. Et ça, je ne veux pas qu'il y ait ces bateaux qui rentrent comme ça aussi profondément dans la Calanque. Pour s'opposer au parc national, André et les 145 cabanonniers de Sormiou comptent beaucoup sur un des leurs. Un voisin très discret, mais très influent. Voilà, c'est le cabanon du maire de Marseille. Monsieur Gaudin. De Monsieur Gaudin. Vous avez vu cette vue? Il surplombe toute la Calanque. On ne se laissera pas déposséder de ce bonheur. Ce bonheur d'être là tous ensemble, de passer des bons moments, comme je vous ai déjà dit, en famille, entre amis. C'est trop important dans notre vie. Face à la modernité en marche, pas facile pour ces privilégiés d'accepter de partager leur petit coin de paradis. À Marseille, on cultive volontiers l'esprit de quartier. La cité phocéenne est une ville de village. La mairie a répertorié très exactement 111 quartiers, avec chacun son identité. Il y a d'abord le Vieux-Port, le centre historique. Tout près, il y a le Panier, Belzins ou Noailles, où se retrouvent nombre d'immigrés dans un décor de village de Provence. Un peu plus loin, les quartiers nord. De grands ensembles HLM qui ressemblent aux cités de la banlieue parisienne. D'une colline à l'autre, on passe d'un quartier populaire à un coin plus branché, comme le cours Julien, avec ses bars à la mode. Au sud, les plages du Prado et les quartiers les plus riches. Il faut prendre la Corniche, une immense promenade qui domine la mer, pour arriver au quartier doré de la ville, le Roucas Blanc. Derrière ces murs,
un nombre impressionnant de villas de luxe, avec vue imprenable sur les petites îles de la Rade. Raffaele, 44 ans, est lui aussi marseillais. Mais il ne pourra jamais avoir de cabanon dans le quartier des Calanques, car il est arrivé de son Italie natale trop récemment. Aujourd'hui, il s'est installé avec une Marseillaise et a 3 enfants. Il a la double nationalité française et italienne. Comme la plupart des Marseillais, il est très attaché à ses racines. Il a même déniché le seul barbier napolitain de toute la ville. Tony. Parfait, tu vas bien? Et toi? Bon. Bonjour madame. Bonsoir. Qui dit? Faire la barbe, là? Ouais. Allez, oui, pas de problème. On va faire une belle barbe. Hein? Il vient ici une fois par semaine pour se faire raser comme il le faisait en Italie. Et on va gagner, on va se qualifier. Je savonne beaucoup parce que plus on savonne, mieux c'est. La barbe bien savonnée, elle est presque faite. Et en Italie, on rase tout le temps, tout le temps. À Marseille, ça me manque l'Italie, donc je vais la chercher. Et je la retrouve. Hein. J'ai trouvé le coiffeur, j'ai trouvé les amis, j'ai trouvé les lambeaux, les pêcheurs. Je retrouve notre ville. Et je dis à tous les Italiens, quand Tony fait les barbes, il y a la queue jusqu'à dehors. Tous les Italiens, le matin, ont beau coiffeur. Pourquoi je ne retourne pas vivre là-bas? Et je suis là-bas, hein. C'est pas la peine d'aller là-bas, je suis. On est à Marseille, c'est comme un Naples. On a tout. Je manque rien. Pas la famille, hein. La famille, ça manque. Mais sinon, on a tout, hein. Un de ces jours, je te remercie. Merci à toi. On se voit dimanche au magasin. Pas de problème, pas de problème. Allez. Bonne soirée, les gars. Ancien pêcheur, Raffaele a posé ses valises à Marseille il y a 18 ans pour ne plus jamais repartir. Il a longtemps cherché un emploi stable dans la ville, et puis il y a 3 ans, il a finalement ouvert une petite trattoria italienne dans un quartier populaire. Pour se démarquer des autres traiteurs italiens, il a décidé de tout miser sur sa ville d'origine, Naples. Tableau de famille de sa ville au mur et spécialité napolitaine. Aujourd'hui, les Marseillais font des kilomètres pour venir se servir ici. Je viens de loin, je viens de la Timone quand même, jusqu'ici. C'est un gâteau sicilien à base de crème à l'intérieur. Napolitain, pardon. C'est le cannoli, c'est à base de crème. Pardon, chef, je veux me faire tuer. Raffaele importe tous ses produits d'Italie, plus de 600 références. Et depuis l'année dernière, la boutique fait aussi restaurant. Une trentaine de couverts tous les midis. Au piano, c'est lui le chef. Même s'il n'a aucune formation, il improvise les menus chaque jour avec ses souvenirs d'Italie. Les recettes, c'est dans ma tête. C'est une tradition familiale? Si, des fois, ma maman me donne des recettes. Là, m'a donné une recette espadon fleur de courgette, espadon aubergine. La maman, c'est toujours mieux de nous. Hein. Mais ce qui l'amuse le plus, c'est de faire découvrir aux Marseillais des produits qu'ils n'ont jamais goûtés. Comme cette spécialité de mozzarella, la burrata. La burrata, c'est une mozzarella de vache. C'est fait à Bari. C'est une mozzarella souple, il y a du beurre dedans. On la coupe en deux, on la fait de l'huile d'olive et vinaigre balsamique. Je me sens en Italie. Les odeurs du basilic. Le service commence dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, catastrophe. Il pleut. Et oui, ça arrive aussi à Marseille. Et apparemment, les habitants ont du mal à s'en remettre. Hein? Non, putain. Imprimeur, un mardi fermé. J'attends les salades qu'on me livre, elle n'est pas venue. Le persil, elle ne me l'a pas amené. La petite, elle va voir, elle est fermée. Voilà, parce qu'il pleut. Voilà, c'est comme les escargots. Les escargots sortent et les Marseillais rentrent. Elle est fermée. Motive pluie.
Raffaele doit faire avec ce qu'il a en réserve. Une assiette de jambon cru burrata et une tomate mozza. Parti. Prêt. Le soleil est de retour, les clients aussi. Sa clientèle, des Marseillais, souvent d'origine italienne. Mozzarella, bufala, qui dégouline à l'intérieur, ça c'est bon, ça il faut le faire. C'est typique ça. On est des origines italiennes, on retrouve des produits que je mangeais quand j'étais gamin. Et donc depuis qu'il a ouvert, ça fait quoi? Moi, ça fait 3 ans que je viens régulièrement. Et je viens me servir en épicerie ou je vais manger le midi. On est plus sur la cuisine. Ils viennent tous, c'est ça. Ça, c'est des achats que c'est fait à Chetara. Et après, moi, je les marine avec le basilic et persil et de piment. Et ça t'arrive de dormir, comment tu fais pour faire tout ça? À ce moment, ça m'arrive plus de dormir. Préparer tout ça, les anchois, l'ail... Depuis jeudi, j'ai dormi les 3-4 heures, depuis jeudi. Raffaele a un rythme de travail effréné. Ses produits, il va les chercher toutes les semaines, à Naples. Pour sa trattoria, mais pas seulement. Il livre aussi une vingtaine de restaurants italiens de la région. Comme ici à Cassis, un restaurant napolitain très réputé et très chic, comme il rêve d'en ouvrir un. Ce jour-là, il apporte de la mozzarella. Ça va les gars? Comment ça va? Bien? Bien? Ouais. Bien. Oh papy! Antonio, come vai? Dimanche sera a Sant'Antonio, hein? Ça va? Oui, ça va. T'as pronto? Va bene. Les livraisons lui permettent bien sûr d'arrondir ses fins de mois. Mais ce qu'il vient chercher ici, c'est surtout le parfum du pays. Qu'est-ce que tu fais, l'Italie? Comme la plupart des Italiens, Raffaele est un passionné de football. L'OM, pourquoi vous les supportez? On est à Marseille. On supporte l'OM. Les Marseillais, c'est comme les Italiens, ils aiment le foot. Come les Napolitains. Comme les Napolitains. Voilà, les Italiens, c'est pas pareil. C'est vrai, t'as raison, tonton. T'as raison. Je suis pas italien, je suis napolitain, c'est ça? Ben, je me sens marseillais quand on dit le football. Je suis pour l'OM. Je travaille à Marseille, je vis à Marseille, je partage ma passion avec les Marseillais. Je partage tout. Par contre, quand on dit le foot, l'Italie, France, c'est pour l'Italie. Hein? Ouais. Alors. Marseille-Naples? Ah, c'est pour Naples. Alors là, je Il suis n'y a pas pas. Marseille. Raffaele en profite pour appeler sa famille en Italie, comme il le fait 2 fois par jour. Oui. Ok. Ciao Michele, li do. Ciao. Oui. C'est ma nièce, c'est ma mère, ma soeur. Elle s'inquiète beaucoup. Voilà. Moi, sinon, ça me donne beaucoup de force que je les vois toutes les semaines. Vous verriez retourner en Italie, là? Ma, si je partirais de Marseille pour retourner à Naples, après, me manquerait Marseille. Mais si le jour je pourrais monter ma mère ici, je ne partirais plus à Naples. Je resterai ici à lui. Marseille attire de plus en plus de nouveaux arrivants. 70 000 en 10 ans. Il y a eu les Italiens, les Arméniens depuis le début du siècle, puis depuis les années 50, les Maghrébins, les Africains. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrants viennent du nord de la France, tenter ici leur chance. Caroline, elle, vient de Charente. Elle est arrivée à Marseille il y a 8 ans. Styliste fraîchement diplômée, elle a décidé cette année de créer sa marque de vêtements, à Marseille. Pour elle, c'était la ville idéale pour se lancer. Au départ, pour être non loin d'une partie de ma famille et faire mes études. Et puis finalement, avouer que Marseille, il fait beau et que c'est pas cher, la vie au quotidien. Ça reste une grande ville, donc on a quand même pas mal de choses, un peu comme à Paris. Bon, ça reste beaucoup plus restreint, c'est quand même plus sur le domaine de grandes villes, petits villages, tout le monde se connaît très vite. Mais l'avantage, c'est qu'on est moins noyé par la masse des jeunes créateurs. Alors qu'à Paris, il y a des rues entières de gens qui tentent de percer. Son style, chic et excentrique. Je fais des choses qui partent sur le démarrage de la petite jupe simple de tailleur, toute droite. Mais derrière, c'est beaucoup plus rigolo et plus osé.
Alors ça a beaucoup plu en Angleterre, quand on a démarré avec la vente à Londres. C'est ce qui est parti le plus. Si elle est venue à Marseille, c'est aussi parce que la ville fait de gros efforts pour aider les jeunes créateurs. Il faut dire que le Made in Marseille fait fureur en France. Sessoun, American Vintage ou Sugar sont des marques reconnues qui ont vu le jour dans la cité phocéenne. Caroline espère bien que sa marque connaîtra la même réussite. Ce matin, elle a rendez-vous à l'Institut de la mode, un organisme financé par la mairie. C'est un rendez-vous important? Très important. Très important. Et il fait peur. Donc là, j'ai un peu chaud. Bon, j'espère que ça va passer et que mon flegme habituel va reprendre le dessus. Bonjour. Elle a rendez-vous avec la présidente de l'Institut. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est la femme de l'ancien maire de la ville, Marilyn Vigourou, qui se veut la papesse du Made in Marseille. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Moi aussi, je vous en prie, asseyez. Merci. C'est la première fois qu'elle la rencontre. Il va falloir la séduire. Je suis venue Avec vos collections. au moins un petit échantillon pour que vous puissiez voir mon travail. Je suis à la base spécialisée dans la veste de tailleur. Voilà. C'est mon credo. Donc je fais des choses Donc qui ça, sont ces entre- prototypes ont été faits par qui, du coup? Alors, ça c'est moi-même. D'accord. Et point de vue positionnement prix, alors? Alors c'est entre 80 et 250 euros. Prix boutique. Ouais. Vous avez jamais donc commercialisé dans une grande enseigne? Exactement, je n'ai jamais commercialisé dans une grande enseigne. Pour l'instant, tout est fait, Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi. Je ne pense pas, sur Marseille, connaître les bonnes personnes. Caroline ne sait pas comment se faire une clientèle à Marseille. Elle compte sur Marilyn Vigourou pour lui ouvrir des portes. On a un réseau à partir de Marseille qui est un réseau qualitatif. Je crois que vous avez bien intégré créativité, fabrication, positionnement prix. C'est vraiment aussi un vecteur aujourd'hui important. Voilà, mais vous avez tout compris. Donc je crois qu'on n'a pas trop de soucis avec vous. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un bon profil, donc on n'a pas tous les jours comme ça. Marilyn Vigourou est très intéressée. Elle a besoin de dénicher de nouveaux talents. Il lui faut du sang neuf pour faire briller la réputation de la ville. Faisons de Marseille donc un incubateur et un révélateur de cette mode marseillaise qui est portée, on va dire, on a eu les quartiers bobos bien avant que les bobos soient à la mode. Le cours Julien, quand on a commencé il y a 20 ans, c'était vraiment les premières marques comme Zaza of Marseille, Diable Noir, Casablanca. C'était vraiment le côté ethnique, communautaire et vraiment avec beaucoup de créativité. Au revoir, à bientôt. La semaine prochaine et puis après on reste avec Christine, on reste en contact. Merci Les beaucoup. prototypes de Caroline ont manifestement séduit Marilyn Vigourou. À la sortie, la jeune créatrice est soulagée. Agréablement surprise de cet accueil. Et pourvu que ça marche, que ça se concrétise vraiment, que tout ce dont elle a parlé fonctionne. Et je pense que rapidement, j'aurai les échos. Quelques mois plus tard, Marilyn Vigourou va tenir ses promesses. Dans le quartier bourgeois du 8e arrondissement, Marseille accueille cette semaine l'un des plus grands tournois français de tennis féminin. Le style de Caroline a tellement plu à la papesse du Made in Marseille qu'elle l'a choisi pour avoir son propre stand parmi d'autres créateurs marseillais dans les allées du tournoi. Pour Caroline, une occasion unique d'accrocher la clientèle des quartiers chics. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet une visibilité de la presse. Vu que c'est un événement qui est assez important, c'est le 4e tournoi sur le territoire français de tennis. Et puis ça permet aussi d'être présent dans un autre quartier que ceux que je fréquente d'ordinaire. J'avais pas eu de visibilité dans le 8e sur Marseille, qui est quand même le quartier intéressant à cibler pour moi. Parce que c'est le quartier le plus aisé de Marseille. Son stand est très remarqué, mais il attire une clientèle qui ne correspond pas tout à fait au style de sa collection. En fait, c'est ma spécialité. Je suis spécialiste du tailleur excentrique chic. Je suis très inspirée des années 50, en fait. Et donc, voilà. Les années 50, je me suis mariée, moi. C'est très joli, je trouve. C'est plein d'imagination, de créativité. C'est pour la jeunesse. Voilà, c'est pour la jeunesse. Eh oui. Bon, chacun son temps. Pour se faire connaître de la jeunesse dorée marseillaise, Caroline compte surtout sur le défilé de mode organisé par le tournoi.
Elle vient vérifier que tout se passe bien en coulisses. Mauvaise surprise, le show commence dans 5 minutes et il reste encore beaucoup à faire. Donc, normalement, elle met... Celle-là. Non, ça, c'est avec le pantalon. Voilà. 40. Ça va. Et les bleus, c'est nickel. Quel bleu? Les talons hauts bleus qui sont... Attends. Moi non plus, j'ai jamais vu de bleu. Moi aussi, j'ai jamais vu de bleu. Elles étaient dans une boîte à chaussures. J'ai pas vu ça. Ah si, je te les ai emmêlées hier, c'est sûr. Tu sais, ça doit être dans le petit bureau au fond. Dans le petit bureau au fond. D'accord. Il y a un problème, les chaussures bleues qui vont avec la plus belle pièce de sa collection ont disparu. C'est Caroline elle-même qui doit partir à la recherche des chaussures. Oh, je ne sais pas où c'est. Sans connaître les lieux. Le petit bureau du fond, elle m'a dit. Le temps presse. Un employé du club lui vient en aide. D'où le fait qu'elle m'ait donné sa clé. D'accord, merci bien. Eh ouais. Mais apparemment, Elle m'a fait une blague en fait. ce n'est pas la bonne clé. Sur scène, le défilé des autres créateurs a déjà commencé. Et il n'y a que l'organisatrice du défilé qui peut lui ouvrir la porte où se trouvent les chaussures. Audrey. Elle est là, ça y est, je l'ai vue. Audrey, j'ai besoin de toi impérativement. On n'arrive pas à ouvrir la porte du truc. Il paraît qu'il faut que je me débrouille. C'est à la Marseillaise. C'est pas faux. Je vous parlais tout à l'heure du mélange des matières. Et c'est censé faire une semaine que tout est prêt, cadré, etc. Puis il y a un problème, il y a Audrey qui a oublié mes chaussures dans son bureau qui est inouvrable. Une des paires de chaussures des mannequins. Voilà, et j'arrive pas à l'ouvrir moi le bureau. C'est le petit bureau du fond dans la cabane, machin, je sais pas comment. C'est l'organisateur du tournoi de tennis en personne qui va devoir intervenir. Elle m'a dit qu'elles étaient dans le petit bureau là, et on n'a pas réussi à l'ouvrir, on s'est mis à deux. Ah mesdames, mais t'es trop fort ou quoi? Voilà. Et pour fermer, mille merci. La jeune femme qui fait du 40. Le parcours du combattant de Caroline est loin d'être terminé. Maintenant, ce sont les mannequins qui s'y mettent. Excuse-moi, je t'enlève juste l'étiquette. T'as des chaussures? Si. Comment ça se fait qu'elle soit pieds nus? C'est pas normal que toi tu sois sans chaussures. Normalement, il y a... Il y a des mouvements dedans, mais n'importe quoi, je suis en 40. T'es en 40. Normalement... Vite, vite, qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde est en place. Caroline peut enfin savourer ce moment. C'est la première fois que ses vêtements défilent à Marseille. Quelques minutes plus tard, le défilé a fait mouche. Cette collection et moi c'est Oh ben merci beaucoup. Regardez, j'ai fait. Ah oui, c'est typique Corto Maltese. J'ai totalement aimé. C'est comme je disais à madame, un ravissement pour les yeux. Quoi. Ah oui, total. Et si vous voyez un peu dans les rues de Marseille, les gens sont plus habillés assez trendy, décontractés pour éviter d'être associés trop à la Marseillaise de base, comme vous m'avez posé la question. La Marseillaise de base, c'est-à-dire? Voilà, celle qu'on voit, la cagole qui parle très très fort et qui faut se la raconter, quoi. Donc, et qui s'habille beaucoup, genre la grosse marque devant, le legging Panther et compagnie. Bon, enfin, après c'est l'archétype même, mais faut pas se faire des préjugés, on est tous différents, quoi. Ce jour-là, Caroline a peut-être trouvé une première clé pour séduire les jeunes branchés de la ville. À Marseille, il y a un monde qui a bien du mal à bouger, le monde de la nuit. À partir de 22h, la vie nocturne est quasi inexistante. Il y a donc de la place pour ceux qui veulent organiser des soirées. Bouchra est marseillaise d'origine marocaine.
À Marrakech, elle est devenue une figure incontournable des fêtes huppées. Depuis peu, elle a décidé de revenir s'implanter à Marseille dans le business de la nuit, en appliquant les mêmes méthodes. Au lieu d'aller flyer à droite à gauche, je préfère aller. C'est ma présence qui compte. En fait, c'est les gens, de me voir. C'est le plus important pour eux, que j'arrive, que je dis bonjour à tout le monde. Et je trouve que c'est le plus important, ouais, voilà. Dans quelques jours, Bouchra organise une grande fête dans l'un des endroits les plus sélects de Marseille. Auréolée de sa réputation à Marrakech, elle vient recruter des clients dans les rares lieux animés de la ville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il est où? Et toi? Tu vas bien? Super, merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Oui, parle-moi de la soirée. Ça va et toi? Pas de chance, ce soir il y a du monde, mais ce sont des Parisiens de passage. Le patron reçoit un groupe d'artistes en tournée dans la région. C'est vraiment sympa. On remarque ce soir, il n'y a pas de Marseillais. Non, très peu. Très peu. Vous avez tout le staff de Mozart. C'est pour ça que je ne reconnais pas énormément de gens. C'est vrai qu'il n'y a pas de Marseillais du tout. Mais ils sont où les Marseillais là? La problématique, c'est que les Marseillais n'ont plus trop l'habitude de sortir sur Marseille. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus leurs habitudes sur Toulon, notamment sur Aix-en-Provence, parce qu'il y a relativement peu d'établissements qualitatifs. Donc, du fait de cette pénurie d'établissements, ils ont pris leurs habitudes ailleurs. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Direction le Vieux-Port. Elle a rendez-vous avec l'une des figures historiques du monde de la nuit, qu'elle connaît bien depuis qu'elle fait ce métier. Le DJ et animateur de télévision, Philippe Corti. Elle compte sur lui pour faire parler de sa soirée. Philippe, ça va. Oh, depuis le temps, ça va? Merci pour mon cadeau. Attends, belle. Ça fait un petit moment. Moi, pas du tout, je savais que je te retrouverais ici. C'est vrai? À Marseille, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Elle est par là, elle traîne. Ça fait combien de temps? Saint-Tropez, non? Non, c'était à Saint-Tropez, ouais. Encore, c'était à la Viennette, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On se boit du champagne? C'est très compliqué d'organiser des choses. Mais dans toute la France, Marseille, c'est dommage parce que c'est une ville qui est faite pour ça. C'est Barcelone, c'est un port. Deuxième ville de France. On devrait avoir capitale de la culture 2013. On devrait avoir du live partout. C'est ce qui manque pour l'instant à Marseille. Bien sûr, il manque encore des endroits. Ah oui, complètement. Mais il manque surtout des professionnels pour les tenir. C'est pas tellement les endroits qui manquent. Moi, je pense que ce sera bien parce qu'elle sait les gens qui vont venir. Elle a ciblé. Elle a déjà un cœur de cible. Elle sait ce que ses clients aiment, comment ça se passe. À vos santé. Oui, allez. Pour le fois qu'on sort. Hein. Voilà. Il y a samedi, Bouchra, c'est l'image de marque. L'homme qui organise la fête en coulisses, c'est Jean-François, son mari. À Marseille comme ailleurs, pour faire la fête, il faut d'abord de l'alcool. Jean-François a commandé de la vodka, mais pas n'importe laquelle. Ouais. Bonjour. Tu as des Magnum? Magnum de... Ça, c'est une vodka française. Ça vaut combien, ça, une bouteille comme ça? Ça vaut 70 €. Pré-public. 300 €. Mais bon. C'est une vodka qui est très à la mode. Pour Jean-François, tout est dans l'apparence. La boisson, comme les invités qu'il recrute aussi sur photo, par Internet. Bon, j'ai vu ta palette tout à l'heure. Maintenant, on utilise un outil qui est Facebook pour valider toutes les réservations, qui est une espèce de curriculum vitae des gens. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi un système de sélection et de présélection. On regarde, comme vous faites, vous, un CV pour travailler pour un employeur. Et bien moi, je regarde la tête des gens qui vont venir à ma soirée. Et s'ils conviennent à l'esprit de la soirée, ben, ils rentrent. Et s'ils n'y conviennent pas, ils ne viennent pas. Il faut avoir quel physique? Ne me demandez pas le profil qu'il faut avoir. C'est très généraliste. C'est très généraliste. C'est au feeling. Il faut être sympathique, s'exprimer convenablement, avoir une jolie tête, ne pas être vulgaire. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et il me semble que ce sont des choses qui sautent aux yeux. Pour faire connaissance avec Jean-François, il faut aller faire les courses avec lui, dans le quartier de Noailles, en plein centre-ville. C'est le quartier le plus métissé de la ville, africain, maghrébin, chinois. Jean-François peut paraître un peu snob, il est né dans un quartier chic de Paris. Mais c'est en Afrique qu'il a passé la majeure partie de sa vie. C'est dans cette ambiance qu'il se sent bien. Oh les amis! Oh les amis! Alors, et et toi? Et toi? Ça va? Oui, super. Ça va bien?
J'espère que t'as la forme, toi, pour samedi. Hein moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une folie, je te jure, vraiment. Comment tu vas, Nabil, ça va? Il adore tchatcher avec les commerçants, respirer les étals. Chérie, bonjour, comment ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Tu vas bien, la famille, tout le monde va bien? Je suis venu te prendre quelques petits fruits rouges. On fait comme on a dit pour la livraison vendredi soir. Ne pas passer par un traiteur et faire les courses de sa soirée à Noailles, c'est sa petite touche personnelle pour qu'elle colle à l'image de Marseille, Ça le fait? cosmopolite. C'est super. C'est bourré de couleurs, c'est bourré d'odeurs. Ça me rappelle toutes mes années sur le continent africain et j'adore ça. Regardez cette menthe fraîche, elle est pas belle? Sans plaisanter. Regardez ça. C'est pas magnifique, ça? En fait, Jean-François veut réconcilier Marseille avec ses riches. C'est une fameuse clientèle cosmopolite. Et le mot clientèle, en fait, c'est une énorme population cosmopolite. Elle a envie et un désir de vivre incroyable. Elle a envie de paraître, elle a envie d'exister, elle a envie de devenir. Elle a envie de montrer qu'elle possède, qu'elle s'intègre. Je suis, moi, à mon modeste niveau, une espèce de tremplin pour ça. Les gens, quand ils viennent s'amuser chez moi, ils créent un lien social avec d'autres. C'est un formidable épanouissement personnel de pouvoir sortir dans une soirée, d'être un petit peu élitiste, de pouvoir sympathiser avec un tel, parce que tu te conduis bien, parce que tu es un petit peu intelligent et que tu veux sortir du lot. C'est ça le truc. Pour sa fête, Jean-François veut sortir des sentiers battus. Il a une idée, faire une exposition de photographie un peu dérangeante. Aujourd'hui, il a pris rendez-vous avec Stanislas Guigui, un photographe marseillais très coté à l'étranger. Il doit sélectionner quelques clichés avec lui. Ça va, Stan, tu vas bien? Ouais, toi. Tout se passe comme tu souhaites? On est un peu à la bourre comme d'hab, mais... Ouais. On jette un œil sur les photos. Celle-là, le tirage, il est pas génial. Non. Elle a un peu explosé. Il faudrait que je la retravaille. Celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Celle-là, elle rend bien. Elle me plaît énormément. Un singe en colère devant un bout d'Azen, un homme pauvre devant la vitrine d'une épicerie, une dame obèse dévêtue. Pour sa soirée, Jean-François joue la carte de la provoque. Je suis photographe des gens différents, on va dire des marginaux, des gens de la rue, des gens qui ont une personnalité un peu à l'écart. Et ce qui m'intéresse, c'est toujours trouver de la beauté. J'aime la laideur. Et j'aime chercher ce que les autres ne voient pas forcément au premier regard. Dernièrement, quelqu'un m'interrogeait, il me disait, mais ouais, la misère, tout le monde photographie la misère. Non, 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 non. Il faut avoir beaucoup de talent pour photographier la misère. Sinon, vous ne faites rien. Les riches invités de Jean-François auront droit dans quelques jours à la misère sur papier glacé. On se fasse un petit peu de téléphone ce soir, Stan? Tu vas là? Ouais. Toi aussi? Allez, courage pour Courage. ton pote. Salut mec. À Marseille, la misère est aussi une réalité. La ville a toujours attiré les populations les plus pauvres, venues du monde entier. Italiens, maghrébins, comoriens. Aujourd'hui, plus d'un habitant sur deux gagne moins de 1 000 € par mois. Les derniers arrivés et les plus misérables, ce sont les Roms. Ils seraient près de 3 000 dans la ville. À 4h30 du matin, un petit groupe se hâte dans un quartier populaire à moins de 10 minutes du Vieux-Port. Leur objectif ? Un supermarché dont ils savent qu'ils se débarrassent à cette heure-ci de ces produits avariés. Autour des poubelles, c'est la cohue. Florent, 23 ans, en casquette noire, a pu récupérer ce matin-là de la viande, des fruits et quelques légumes. Florent est arrivé de Roumanie il y a moins d'1 an. Le jeune homme vit dans un squat, non loin du centre-ville, avec 15 autres familles. Il y en aurait une vingtaine comme celui-ci, dans Marseille. Un bidonville, avec un seul point d'eau froide pour se laver, faire la vaisselle ou le linge. Florent vit avec sa femme Olympia et ses 2 enfants. Une petite fille de 2 ans et un bébé de 6 semaines.
La jeune femme a moins de 18 ans. Vous attendiez à vivre dans des conditions pareilles, ici? Mai nasul trângeam din România sărate, fiindcă temem că mai mișto de bine de rău, că mai jas pale la dumneavoastră să mă coja mă schemari și ahunță. Dar pe România ca în cine ai mimpi. Depuis 2007, les Roms sont des citoyens européens. En France, ils bénéficient en théorie de l'accès gratuit aux soins. Mais à Marseille, cela ne semble pas être le cas. Fait unique en France, l'ONG Médecins du Monde a dû monter une mission Rome. C'est le seul moyen pour que cette population se fasse soigner. Bonjour. Bonsoir. Salut. Ça va? Ah, là, c'est le fameux escalier. Michel est médecin généraliste. Ouais, qui n'est toujours pas tombé. Il est bénévole pour l'ONG depuis plusieurs années. Ce soir, il commence sa tournée par un premier squat. Ce sont surtout les enfants qui sont malades. Bonsoir. Salut les enfants. Coucou la puce. On va peut-être arriver à ne même pas la réveiller. Voilà, c'est fini, c'est bon. C'est des gens qui sont atteints de pathologies liées à la précarité du logement et l'âpreté de leur vie. Hein. C'est l'absence d'hygiène aussi qui fait que il y a toujours beaucoup de squats, des épidémies de gale par exemple, qui ne sont pas des maladies graves par bonjour, qui ne sont pas des maladies graves par essence, mais enfin qui sont des inconforts. Qui sont des inconforts et qui sont un marqueur de la pauvreté et de la précarité. Il y a ça, et puis il y a des pathologies beaucoup plus graves, comme la tuberculose. Hein. Et de l'autre côté aussi. Non mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oh là 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 là, mais ça c'est une gale. Il y en a jusque là. Voilà. Ça c'est une gale absolument historique. Comme ils n'ont pas d'argent pour aller chez le pharmacien, c'est aussi lui qui distribue les médicaments. Ouais. Ça, voilà. Ça c'est pour la gratte. Il faut les avaler. Allez-y. Oui. Le traitement de la gale, tu sais, c'est la douche. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir accès à la douche pour éviter justement de se faire contaminer par le parasite. Et donc, tu as beau faire des traitements comme ça au coup par coup, même des traitements collectifs comme on a fait déjà plusieurs fois, et ben 6 mois après, la situation est la même, puisque de toute façon, les gens vivent dans des conditions qui sont favorables, ce qui favorise l'émergence de pathologies comme ça. L'espérance de vie des Roms est de 55 ans. Allez, andiamo. C'est 20 ans de moins que la population française. Au revoir. Avant de partir, Michel tient à rendre visite à Florent et à sa famille. Salut. Alors, ah oui, attends, on voit rien du tout. Hein. Il sait qu'ils viennent d'avoir un enfant et veut s'assurer qu'il est en bonne santé. Et bonsoir. Salut. Les enfants. Ah oui, d'accord. Ah, il est tout petit, lui. Ça va venir à côté de la misère, tout va venir à côté. Tu parles de quoi, la misère? Non, comme ça. Ah, les rats. Eh, les rats, ouais. Il y a des rats, il y a beaucoup de rats. Ouais. Bah, c'est pas étonnant, ouais. C'est pas étonnant. C'est vous, la maman? Non, ça va. Ça va. Est-ce que c'est les conditions de vie pour un enfant 6 semaines ici, dans un endroit comme celui-ci? Ah ouais, c'est très compliqué, oui. Très compliqué. Là, pour l'instant, il va bien, tu vois. Enfin, il a beaucoup de chance. Allez, ok. Ah merde, il fait nuit. Il fait nuit. Changement de décor. Ce jour-là, sur le Vieux-Port, les Marseillais ont d'autres préoccupations. C'est André Pachito, rappelez-vous, le locataire du cabanon à Sormiou, qui organise une manifestation. Il a créé un collectif contre le parc national des Calanques qui menace leur petit coin de paradis. Locataire de cabanon, pêcheur, randonneur, Marseillais de la rue, il espère près de 20 000 personnes. Le but, prouver aux maires et aux politiques que la majorité des Marseillais les soutient dans leur combat contre le parc. Journée importante, André, aujourd'hui? Ah, très importante. Très importante. Très importante. On veut que le maire de Marseille nous reçoive.
parce que c'est très important. Le peuple de la mer et de la terre, c'est-à-dire au niveau de ce parc national, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire, alors, on compte vraiment sur lui parce que c'est une personne imminente et qui aime sa ville, pour qu'il nous reçoive et qu'on discute avec lui. On avance, on a le droit d'avancer. Non, attends. Il faut qu'il bloque. La police nous donnera le top. Ancien CRS à la retraite, André a l'habitude de gérer les manifestations. Il prend le cortège en main. Et moi j'y vais, attendez, pour bloquer. Je l'ai fait, ça fait 30 ans que je le fais. Pour bloquer, là, il faut 30 secondes là, pour bloquer. Le défilé va bientôt commencer et apparemment, les 20 000 Marseillais espérés n'ont pas tous fait le déplacement. Combien vous êtes aujourd'hui ? Plus de 1500, je pense. Plus de 1500 et c'est qu'un début. Dans les rangs de la manifestation, les estimations vont beaucoup bouger. Au parc ! Non, au parc ! T'as vu le monde de cœur ? Oui, c'est bon. Je sais pas combien il y a. 2000. Ah oui, 2000. À Marseille, on aime bien en rajouter. Il y a du monde. Il y a du monde, 3000 là. Ils sont comme ça. Au parc ! En réalité, ils étaient, selon la police, seulement 800. Avec nous, go ! Pas de quoi faire sortir le maire de Marseille à son balcon. Il a beau être locataire lui aussi d'un cabanon, les revendications de ses voisins n'ont pas l'air d'être sa priorité. En fait, beaucoup de Marseillais soutiennent ce parc qui donnerait à la ville un rayonnement mondial. Le projet est né ici il y a 10 ans dans les locaux du groupement d'intérêt public des Calanques, le GIP, à l'initiative des élus de l'époque. Avec lui, Marseille deviendrait l'une des 3 seules métropoles au monde à cohabiter avec un parc national, terrestre et maritime. Le projet tel qu'il se dessine actuellement, la ville de Marseille est ici, vous avez la ville de Cassis également, et la ville de La Ciotat. Et donc toutes les parties vertes sont les parties terrestres qui seraient en cœur de parc national, et la partie bleue est la partie marine. Donc on voit que c'est un parc particulièrement marin. L'enjeu numéro 1, c'est avant tout la mer. C'est en mer qu'effectivement il y a des choses à faire, et il y a des gros efforts à mener pour retrouver une vraie biodiversité, une biodiversité qu'on a perdue depuis plusieurs dizaines d'années à cause de la pollution, à cause du surprélèvement, de la surpêche, à cause d'un certain nombre de pratiques qui ne sont pas compatibles avec, on va dire, l'état que l'on souhaiterait voir pour cette nature qui a un potentiel exceptionnel. Le responsable sait que le parc est controversé, mais il est convaincu que son projet va dans le sens de l'histoire. On a quand même des ambitions sur la protection de la nature qui sont fortes, mais qui doivent prendre en compte effectivement des traditions, des usages. Mais encore une fois, quand on explique aux gens qu'on est là aussi pour travailler pour les générations futures, qu'eux peuvent en profiter, mais que si leurs enfants ne peuvent plus, c'est quand même un peu dommage, ils finissent par le comprendre et l'accepter. C'est bien mal connaître la motivation des cabanonniers et des usagers des Calanques. Le maire de Marseille n'a toujours pas apporté le soutien attendu, mais un autre élu semble s'y intéresser. C'est Renaud Muselier, le député de la circonscription. Ce jour-là, il vient rencontrer André Pacito et le noyau dur des opposants au parc. Il sait que ça chauffe dans les Calanques et va tenter d'éteindre l'incendie. Tu veux qu'on commence par le... Ça va André, on commence, vous voulez... Messieurs, bonjour. Ça marche, hein? Ça va, on se débrouille, ça va. Il faut nous aider. Hein. Ouais. J'ai bien compris le message. Sur la terrasse du cabanon d'Ange Pacito, ils vont interpeller le député et le ton va monter très vite. On est nombreux à être chaud bouillant et comme on dit à Marseille, méfie. Parce que ce qui va se passer, bon, ça présage rien de bon. Ça présage rien de bon. Il y a beaucoup de Marseillais, je ne dis pas de Calanquais, de Sormion, des Voudes, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de Marseillais, il y a beaucoup de chasseurs. Si ça se passe mal, mais ça va se passer mal, pas pour nous, pour le GIP et pour le parc. Moi, je vous le dis, Renaud, ça va mal se passer. Voilà. On a très mal. Nous, les... Je vais à peine de partir pour ça va, j'ai entendu, ça va. Il va lâcher son truc, il tourne comme un faux bancage. Allez, viens là. Il faut 74 ans, obligé de prendre le fusil pour me faire respecter. On va essayer de respecter nos droits, notre liberté. On nous lève nos libertés, là. Notre bonheur, c'est ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est, ce type-là? Ça va, j'ai entendu. Vous savez,
Ils nous lèvent nos libertés. Il est médecin, mais je ne voudrais pas qu'il puisse... Pour moi, personnellement, je ne pourrais plus déjà mener ma petite fille se baigner là sur la petite plagette. Parce qu'il va y avoir un connard qui va arriver avec son Zodiac, qui va me dire, monsieur, 135 €. Et d'une. Deuxième chose, je ne vais plus pouvoir aller ramasser des asperges. Sinon, on m'a dit, et je l'ai lu, monsieur, je ne cite pas le nom, hein, vous pourrez aller ramasser les asperges et les champignons sur les sentiers balisés. Est-ce que vous avez vu des champignons pousser sur les sentiers, vous, hein? On ne pourra plus chasser. Et les barbecues, oui, voilà, ça interdit. Ça sera interdit de faire cuire de côtelettes ici. Voilà. Non. Au gaz, en plus, avec les normes et tout. C'est scandaleux. Alors après, on nous dit, vous nous menacez. C'est eux qui nous menacent de nous lever nos libertés. Pendant 1 heure, Renaud Muselier marche sur des œufs. Il faut dire qu'il est pris entre deux feux. Il doit d'un côté soutenir son électorat marseillais, sans pour autant contredire ce projet de parc voulu par les élus de son parti. Monsieur, merci pour cette explication de texte. Hein. Au revoir. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Il faut renouer le dialogue. C'est ça le problème. Ils ont vraiment de très bons arguments et ils ont l'impression surtout de ne pas avoir été entendus ni considérés. Et donc ils se rebellent. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une atteinte à leur liberté dans un environnement magique et qu'ils ont eux-mêmes protégé. Et donc c'est une espèce de viol. Ils ont partagé, ils ont protégé, on leur pique. On va voir dans les différents endroits où je peux avoir peut-être un peu d'influence pour essayer de faire en sorte de mettre un peu de lien social là-dedans. Hein, voilà. Enfin, c'est pas simple. Hein. Il y a un endroit à Marseille où les traditions ne sont pas menacées. C'est le Vieux-Port et son marché aux poissons. C'est un endroit incontournable pour acheter les poissons les plus frais de la ville, surtout les poissons de roche, la spécialité locale. C'est ici aussi que se joue la Commedia dell'arte marseillaise, surtout pour les touristes. Les vivants auprès des morts. Les vivants auprès des morts. Figlio di voglio dare, non sono pescatore, figlio di voglio dare, non sono pescatore, figlio di voglio dare, non sono pescatore. Non, 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 pescatore ne voglio non. Les pêcheurs, c'est presque tous des Italiens, ma chérie. Il y en a de Sparlong, de Gaillede, que des Italiens, les pêcheurs. Raffaele, le restaurateur napolitain, était pêcheur lui aussi lorsqu'il est arrivé à Marseille. C'est donc tout naturellement qu'il vient ici acheter le poisson qu'il sert dans sa trattoria. Ce matin, il vient acheter des sèches pour préparer une spécialité de pâtes. Ici, il connaît tout le monde, mais son pêcheur préféré, c'est Guy. Et ce n'est pas par hasard, il est originaire de la même ville que lui. Ça va? Ouais, ça va. T'as pas de sèche? Il y en a 3 ou 4 petits, il y en a 3 ou 4 à boire. Vous êtes italien, vous? Originaire, je suis de Monégasque. Eh oui. À moitié, on est tous à moitié quelque chose ici. Qui d'un côté, qui de l'autre. Antoine. Pourquoi? Et vous, vous êtes italien alors? Pas italien. De Naples. Guy lui permet même de venir choisir les sèches sur son bateau. Une minute, là on est en train de faire un why pour tes sèches. On dirait que c'est pour toi, je te le dis. Un why on est en train de faire pour tes sèches. En prime, Raffaele a droit au porte-bonheur des pêcheurs de Marseille. Allez, le couteau. Allez, faut que je m'envoie l'autre de Sainte-Lucie. Attends. C'est un petit conquillage, ça porte bonheur. Ça porte bonheur? C'est l'autre de Sainte-Lucie. Ouais. Et ça, mec, c'est Guy. Ah ouais. Moi, j'en ai mis un dans le porte-monnaie, j'ai retrouvé ma belle-mère au pas de vue. Alors, on peut y aller, hein. Ça marche à tous les coups, hein. Vous êtes italien, vous? Moi? D'origine. Moi, je suis ch'timi. Voilà. Je suis du Nord, madame. Je suis ch'timi. Je suis d'Afrique du Nord. Voilà, il y a eu aussi. Mais quand il faut parler d'argent, c'est sur le quai que ça se passe. Donne-moi tout, je m'arrange. Donne-moi un 2. 2? Mais t'es fada, qui est? Eh oui, donne. C'est peut-être la plus grande spécialité de Marseille. Tout est prétexte à galéjade. C'est le plus beau de Marseille. Madame,
Rentrez dans mon magasin. Il fait froid dehors. Fermez la porte en sortant. Et attention à la marche. Ah, ça marche toujours, madame. Raffaele est fier de sa petite réussite. Mais il n'entend pas en rester là. Il veut se faire sa place parmi les Marseillais qui comptent. D'autant qu'il commence à connaître du beau monde, des musiciens très connus, devenus un peu les ambassadeurs de la ville. Régulièrement, il voit débarquer dans sa trattoria un Marseillais d'origine napolitaine comme lui, Philippe Fragione, plus connu sous le nom d'Akhenaton, du groupe de rap IAM, avec son compère Shuriken. Une glace, un café. Glacé. Café normal. Philippe Fragione adore les petits plats concoctés par Raffaele et vient souvent prendre le café à la fin du service de midi. On s'est rencontrés ici, quand on a commencé à venir à l'épicerie et sa fille elle écoute nos disques et il me fait ah putain ma fille elle t'écoute à la maison, maman tu sais pas chanter, il me dit. À Marseille, on aime bien se moquer, y compris de soi-même. Les Marseillais ne supportent pas que les autres se moquent d'eux. Mais par contre, entre nous, on se massacre entre nous. Mais vraiment. Vraiment. Et on ne pourrait pas le dire devant la caméra, mais si on devait faire une liste des défauts des Marseillais, il faudrait carrément 10 feuilles comme ça. Mais on le sait, mais pas devant les étrangers. Non, je rigole. L'homme n'est pas qu'un chanteur connu, c'est surtout un amoureux de sa ville. Chroniqueur sans concession de sa complexité. Je pense que Marseille a gardé l'esprit de la Marseille antique, ou de la Marseille, on va dire médiévale, qui englobe tout le monde sans se soucier de où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de racisme à Marseille. Nous, les Italiens, on a subi un des plus forts racismes ici à Marseille. Si vous allez dans les archives ou quoi, vous verrez que c'était autrement plus violent que maintenant. Hein. Aujourd'hui, le racisme est beaucoup plus dirigé vers des gens qui sont immigrés d'Afrique ou qui sont immigrés d'Afrique du Nord, de pays arabes ou de pays d'Afrique noire. Et vous verrez que dans quelques années, s'il continue à avoir les Roumains qui affluent, les Roms, il y aura du racisme qui sera dirigé de tous les Marseillais vers. C'est les dernières vagues. La dernière vague a toujours tort en fait. C'est malheureux, c'est ça. Bon allez. Merci Philippe. Ciao. Bon. Bonne journée, repose-toi bien. Au revoir. À demain. Ça me touche beaucoup. Surtout Philippe, c'est un bon pote. Il me touche beaucoup parce que c'est des gens simples comme nous. Il y a des mentalités italiennes, des napolitaines. Et ça me touche énormément qu'il est venu dans mon magasin. Ça me fait plaisir, ça me touche. Le racisme de proximité dont parle Akhenaton, nous allons le constater à la suite d'un événement qui s'est produit lors de notre tournage. Nous l'avons découvert lorsque nous avons voulu retourner voir Florent et sa famille, le jeune couple rom avec ses 2 enfants. Ce jour-là, leur squat venait de brûler. Tout le monde avait quitté les lieux. Il ne reste de leur habitation de fortune que de la fumée et des cendres. Quelques jours plus tard, nous retournons sur place. Tous les squats du quartier ont été évacués et murés. Et ce ne sont pas les voisins qui vont les regretter. Ils vivent avec les rats. Ils cohabitent avec les rats. C'est des gens qui sont vraiment pourris. Là où ils dormaient, ils chiaient. Ils sait chier où ils dormaient. Ouais, mais moi, c'est pas des gens que je porte au fond de mon cœur. Parce qu'ils sont voleurs. Ah oui. C'est là que ça a brûlé. Là derrière. Regardez. Je ne vais pas vous voyez. La façade en face, elle a bien été atteinte. Hein. Regardez. Regardez en face la façade. Ah ouais. Ne bois pas cette eau, calée ça là. Ne bois pas cette eau, tu vas boire à la maison. Accidentel ou criminel, une enquête est en cours sur l'incendie. Dans le quartier, chacun y va de sa version. C'est eux qui ont mis le feu. Ah bon, c'est eux? Et plus sûr. Parce comment vous savez? Parce que c'est le bar qui me l'a dit à côté. Ah bon? Parce qu'on devait les faire repartir, eux, ils ont eu la merde, ils ont mis le feu. Dans le bar d'à côté, on ne pleure pas non plus leur départ.
Mais ça fait 6 mois qu'on téléphone à la ville, pour rien faire, il disait. Ça devait arriver. Hein. Il y a 3 semaines avant, ils ont arraché un compteur à gaz. Le gaz qui partait, attendez, c'est sauvage. Ouais. C'est le Moyen Âge, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est malheureux. Mais ouais, chacun sa merde. Nous avons retrouvé une partie de ces familles qui ont fui l'incendie. C'est sur ce terrain vague qu'ils ont installé leur campement. Florent et sa famille habitent ici, dans cette cabane en bois. Mais ce matin-là, ils n'y sont pas. À l'intérieur, les quelques affaires qu'ils ont pu sauver des flammes, dont celle du bébé de 6 semaines. Pendant l'incendie, il a dû être hospitalisé aux urgences de Marseille. Pour Bouchra et Jean-François, les organisateurs de soirée, c'est le jour J. Leur grande fête a lieu ce soir. Ils ont choisi de l'organiser dans l'endroit le plus huppé de la ville, le Cercle des Nageurs de Marseille. Un endroit à la vue imprenable sur la corniche, face à la mer. C'est un club de sport qui accueille de grands champions comme Laure Manodou. Mais c'est aussi un cercle privé très fermé, d'environ 4000 membres, où il faut être parrainé par 2 personnes pour entrer. Faire une soirée ici à Marseille, c'est forcément un événement. Mais lorsque le couple arrive, il y a un problème. Depuis ce matin, Jean-François attend de pouvoir entrer avec ses équipes pour y installer son décor. Il est déjà 16h et pour l'instant impossible de prendre possession des lieux. On aurait dû récupérer cet endroit un peu plus tôt ce matin, ce qui nous aurait donné beaucoup moins de soucis. Dans la salle qui lui a été réservée, un mariage est encore en train de se dérouler. Jean-François et Bouchra doivent attendre qu'il se termine devant la porte. Jean-François un peu perdu de sa superbe. Il n'est pas loin de s'affoler. Il décide d'appeler des amis en renfort. Tu passes mat au passage. Et les gens qui sont encore en train de dîner, ils sont encore là au moins pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Allez, à tout de suite. J'arrive. Sans déconner. Super, c'est là comme ça que je suis content de vous trouver. Allez, allez, on y va. Il est en panique, mais ça va très bien se passer. On va répartir les rôles et je pense que ça devrait... on va y arriver de toute façon, on n'a pas le choix. Apparemment, les invités n'ont pas l'air décidés à partir. Jean-François va devoir faire sa mise en place avec le responsable de la restauration du cercle, au beau milieu des invités. Donc à la limite, je préfère profiter des petites tables carrées. C'est quoi, les 70 par 70, un truc comme ça à peu près 80. 80 par 4, c'est parfait. Carré 1, carré 2, carré 3, carré 4, carré 5. D'accord, ok. On peut en faire une photocopie comme ça, joli pour moi. Bien évidemment, il n'y a aucun problème. Les invités s'éternisent à table. Bouchra, elle, gère les serveuses et les hôtesses d'accueil, car elles aussi sont en retard. Non, le brushing, il se prépare à la veille, pas maintenant. Non, c'est pas le moment. Il fallait que tu regardes ton listing et tout ça, ma belle. Je sais que tu as travaillé ce matin. Bon, je sais que tu as travaillé ce matin, je comprends, mais bon. Allez, fais ça. Depuis combien de temps vous savez qu'il y a ce mariage? Depuis très peu de temps. En tous les cas, pas suffisamment de temps pour qu'on ait pu s'organiser en conséquence. Moins de 24 heures. C'est peu, hein? C'est peu. Enfin, les derniers invités s'en vont. Il ne reste qu'un peu plus de 2 heures pour transformer une salle de mariage en une soirée de luxe. Tout le mobilier est à installer. Ne pas oublier la musique. Ça va, le bar, il est bien là, hein? C'est pas une catastrophe, hein? Il faut remplir le bar à ras-bord. Ça va être le bordel, là, ça va être bien. Et s'assurer jusqu'à la dernière minute qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la liste des invités. Le listing, oui, il risque d'avoir des gens très importants. Oh là là, le vent, non, pas le moment. Et les pétales de rose à l'extérieur, mon amour, ça servira à rien. 7h30, il nous reste à peine 1 heure. À peine 1 heure, mais ça va. Tu vois, regarde, on a fait un tour de force, hein. On est parti de rien, hein. Ça marche. Les pétales de rose, à mon avis, ça servira à rien. Regarde, ils s'envolent, regarde. Il y a 2 minutes, il n'y avait pas de vent.
C'est Marseille, bon, on laissera comme ça. Hein. Yannick, on fera l'impasse sur ce tapis, tant pis. Hein. On le scotch ici. Hein. On fait qu'un scotch unique. Ouais. Non, tu t'en fous. Tu fais le plus simple et le plus court maintenant, on n'est plus à ce stade-là. Mais ce qui turlupine le plus Jean-François, ce sont ces fameuses photos. Ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Impossible de mettre en valeur l'exposition à laquelle il tenait tant. Ah putain. Putain, je suis pas content de mon truc, hein. Je suis pas content de mon truc, hein, franchement. C'est moche. Bouchra est atterré par le look de ses hôtesses. J'ai demandé aux clients de ne pas se mettre en jean. Et si le personnel se met en jean, c'est que le client est roi. Il peut se mettre en jean. Alors pourquoi une serveuse est en jean et le client n'est pas en jean? La dernière énergie, c'est pour les lumières, hein. La dernière énergie. Des bougies. Des bougies là, c'est sur cette table-là. À 9h moins quart, allumez-moi toutes les bougies, s'il vous plaît. Vous avez les machins là pour allumer les bougies, tous? Il reste un quart d'heure au couple pour aller se changer. Les invitations indiquaient 21h. Les premiers clients ne sont pas en retard. Jean-François a retrouvé son panache. Comment vas-tu? Ça a été à l'arrache, tu peux même pas t'imaginer. Ça a été à l'arrache. Ça va? Sonia, comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Ouais, super. Bah, écoute, rentrez tranquillement. Okay. Comme je disais à l'instant, il y a plein d'hommes élégants qui vont venir, vous allez voir, c'est super. La clientèle est un peu éblouie. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous recevoir tous, c'est super. Ça va? Voilà. Très bien. C'est vrai, ça vous plaît? Ouais, ça me change complètement. C'est vrai, hein, ça change un peu. Il fallait, tu l'as fait. Ce sont surtout des avocats, des commerçants, des médecins qui n'ont pas l'habitude de sortir en boîte de nuit. Mais Jean-François et Bouchra connaissent les ficelles d'une fête réussie. La soirée se prolongera jusqu'à 3h du matin. Bouchra attendait 600 personnes, elle en a eu 400. Le couple est rentré dans ses frais. Pour une première à Marseille, la jeune femme est plutôt satisfaite. Ça se passe très bien, comme vous le voyez, tout le monde m'a fait honneur. Et je suis ravie même avec ce petit stress qu'on a eu cet après-midi. Mais regardez, la réussite est là et je suis ravie de faire plaisir aux Marseillais parce que tout le monde le mérite. Une petite bataille qui n'était pas gagnée d'avance. Car il n'est pas facile de faire bouger la ville. Marseille a du mal à se défaire de quelques mauvaises habitudes. Gare Saint-Charles, c'est l'arrivée des TGV. Depuis 8 ans, la cité phocéenne est à 3 heures de Paris. Une aubaine pour la ville qui souhaite accueillir de plus en plus de touristes et d'hommes d'affaires. La gare a été rénovée. L'accueil, lui, reste très particulier. À 4 reprises, nous avons pris un taxi de la gare pour rejoindre le Vieux-Port. Une course d'un peu moins de 2 km. Et à chaque fois, une expérience très différente. Je voudrais aller à mon hôtel sur le Vieux-Port. Lequel? C'est l'hôtel Arina, je sais pas où c'est, je suis jamais venu. Ah, il est en bas, là, 500 mètres en bas, là. La Canebière, il est. Et vous voulez pas me prendre? Le chauffeur refuse de nous prendre sous prétexte qu'il y aurait des embouteillages. La course ne serait pas assez rentable. Quel hôtel? Je vais aller à l'hôtel Arina, c'est là. Ah, Marina, regardez, venez. Ah, vous descendez les escaliers. Ouais. Vous avez le programme. Ouais. Vous tournez, vous y êtes. Et en taxi, c'est trop long. À pied, c'est... En taxi, en fait, on a un minimum de courses et ça va pas être intéressant pour vous. C'est pour ça qu'il ne vous a pas pris le collègue. Ça me coûte combien pour aller la voir? 15 € minimum. 15 € minimum de course? Une course minimum de 15 €, un prix très exagéré. Finalement, un chauffeur accepte un peu contraint. Il a terminé sa journée. Merci, monsieur. Ça roule bien, finalement? Vos collègues m'ont dit que c'était tout bouché. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas des courses de taxi. Ah. Je veux dire, pour aller en bas de la rue, c'est... Et pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que quand ça fait 2 heures que vous attendez, vous allez encaisser 6 €. Pourquoi? Moi, je m'en fous, j'ai bien fait. Ah, c'est là, d'accord. Ça fait 6 de course minimum et la prise en charge, ça fait 7 si on prend... 7 € pour rejoindre le Vieux-Port de la gare, c'est le bon tarif. Mais rares sont ceux qui vont le pratiquer. Oh, c'est là. Ah, d'accord. Ok.
Vous voulez un ticket, monsieur? Je veux bien, oui. Ah, vite, alors attendez que je vous le remplisse. Dans ce taxi, la course est plus chère d'1 euro. Mais ce n'est pas ce qui est inscrit au compteur. Et le compteur, il marche pas, en fait? Ah, c'est la course minimum, c'est 8? Déjà qu'il ne paye pas, alors là. Déjà qu'alors. Même si c'était, je sais plus, j'ai vu 5,30 au compteur. Eh oui. D'accord. Même si c'était 2 euros. D'accord, c'est ça, d'accord. monsieur. Ah, d'accord. Déjà qu'on ne met pas une fois. Déjà que, pardon? On ne fait pas une fois, pas de sous. Ah, ouais. Alors, voyez un peu. Allez, alors voilà le ticket, monsieur. Merci bien. Le prix, c'est un peu à la tête du client. Et quand on est étranger, c'est encore plus cher. Hello, good evening, bonsoir. Taxi? Yeah. English. Okay. The hotel, hi, nice. Hi, nice. Wie pora specjalistyczny z wypora. Ale Rosja no zara. İşte mesela borçası saçı Rosya. Okay. It's around 20 euro. It's a minimum. 20 euros? Okay, is it? Budget for the gas station is 20 euro. Okay. Une autre petite arnaque locale, le jumelage. Hôtel Saint-Inès, moi je vais sur le Vieux-Port. Le principe, prendre 2 clients en même temps. Je sais pas où c'est, moi. Vous allez où, vous, monsieur? À l'Estac. D'accord. Il n'y a pas de détour, c'est bon, je vous dépasse là, tac. Le monsieur, après il y a le tunnel. Vous prenez toujours plusieurs clients en même temps? Non, mais c'est où ça vous attendez, moi je m'en fous. Après moi, oui, j'encaisse 2 fois, mais bon. Le monsieur ne paye pas vos bagages, le monsieur non plus. Moi, c'est où ça où les clients les attendent. Hein. Des fois, moi je reviens et ils sont pour mêler l'utile à l'agréable. D'accord. Après, si les gens ne veulent pas, moi je me suis. Cette pratique est parfaitement illégale. À Marseille, nous avons découvert qu'il existe une organisation décidément très particulière des taxis. Il y a les taxis de la gare qui ne travaillent qu'à la gare. Pour le reste, il y a 2 compagnies radio, la compagnie TUP, les Bleus, et leurs concurrents, les Verts. Surtout, cas unique en France, un homme est chargé de défendre la profession auprès du maire. Depuis plus de 40 ans, Charles Gilardingui est salarié de la ville et possède un bureau au cœur même de la mairie de Marseille. Apparemment, un homme très influent. Il est très fier de nous montrer ses relations très haut placées, avec des politiques comme avec des people. Il n'y a pas plein d'euros. Ça, c'est Alain Delon. Il était venu au Port Borelli en un hélicoptère. Ça, c'est une photo qui est prise avec le maire de Marseille. Et alors, moi, j'ai fait des trucs dans ma vie. Je suis rentré dans la cage au lion. J'avais fait un pari avec un chauffeur de taxi, que je rentrais dans la cage au lion, et j'ai tenu mon pari. Je caresse le lion. Et on avait mis Lolo, pas qu'on m'appelle Lolo à Marseille. Le taxi qui ne craigne des gueules, même pas les tigres. Un homme qui a toujours été pris très au sérieux par les différents maires de la ville. Il tient les 1100 chauffeurs de taxi de Marseille. Et un seul mot de sa part suffit à paralyser la ville, ou pas. Cette photo, à l'ouverture de la foire de Marseille, on devait bloquer la foire. Justement, pour toujours ces licences qu'on devait mettre, la détaxe du carburant qu'on nous a levé, les voitures clandestines qui nous volent, on voulait bloquer la foire. Et moi, que j'ai fait? Comme le maire, c'est un homme qui nous rend beaucoup de services, j'ai dit, monsieur le maire, on fera la manifestation, mais on ne la fera pas le jour de la foire. Et alors, monsieur le maire a expliqué ça à toutes les personnes qui sont là. Il y avait Jean Reynaud, il y avait Jean-Pierre Foucault, le maire, il m'a dit, allez, viens te mettre la photo, et si jamais aujourd'hui vous avez pu venir, inauguré, c'est grâce à mon ami Gilardingui que vous pouvez être là parce qu'il devait bloquer la ville. Si les taxis sont à ses ordres, c'est qu'il peut leur obtenir toutes sortes de faveurs. Et des fois, un chauffeur de taxi, il a une contravention. Alors quand elle n'est pas justifiée, je vais la plaider en disant c'est un père de famille. Des fois, on arrive à me donner, arranger l'affaire, quoi. Et des fois, j'arrive pas. Sur son bureau, 2 PV de chauffeur de taxi dont il doit plaider la cause. Mais il n'y a pas que cela. Quelqu'un qui veut un logement.
Je demande à la présidente de la commission du logement si on peut lui faire attribuer. Et on me demande quelqu'un, il a sa fille, de chauffeur taxi, il a eu un petit, il fallait une crèche, il faut le faire rentrer dans une crèche. Je fais la demande pour la crèche pour qu'il rentre. J'aime rendre service. Quand j'ai rendu service, que j'ai pu le rendre, je suis autant heureux que celui qui attendait le service. Un homme qui accorde des passe-droits et qui ne s'en cache pas. Ces services rendus, certains chauffeurs nous ont avoué les avoir payés cher. Pour obtenir une licence, notamment. Serge est taxi à Marseille depuis plus de 4 ans. Il témoigne à visage masqué par peur des représailles. Pour commencer dans le métier, il a voulu acheter une licence. À l'époque, les prix flambaient et il n'avait que 60 000 €. Il lui fallait acheter très rapidement. Pour aller plus vite, il a fallu trouver une solution. En réfléchissant à toutes les connaissances que j'avais autour de moi, je me suis rappelé d'une personne qui donnait l'impression de connaître énormément de monde. Je l'ai contacté et ce monsieur m'a dit « Appelle Lolo de ma part et tu verras que ça va te régler tous tes problèmes ». Ce que j'ai fait... Lolo, c'est Charles Gilardingui. Il m'a dit « Il n'y a pas de souci, venez ». Je suis venu et il m'a dit « Voilà, j'ai le taxi numéro 1 tel à vous vendre, mais à certaines conditions, quoi. Il faudra rentrer dans notre radio. Il faudra prendre la carte de l'UMP, il faudra arroser, voilà, j'ai dû arroser un peu tout le monde, acheter des bouteilles d'alcool à tout son bureau. Enfin, c'est des détails qui paraissent comme ça. La carte de l'UMP, c'est 25 €, c'est rien du tout, mais bon, ça paraît être un peu un système presque mafieux, quoi. Moi, je suis contre, j'en ai profité, je suis d'accord, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Monnayer l'attribution d'une licence contre une inscription à un parti politique. Une accusation que réfute Charles Gilardingui. Moi, quand quelqu'un vient me demander un service, je lui demande pas la carte de MP. Même qu'il a la carte du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, je vais même aller loin, Le Pen ou MP, je demande rien. Je demande qu'une chose, s'il n'est pas condamné et qu'il a passé le permis, il va acheter, et celui qui vend, s'il veut vendre, je les réunis tous les deux, il n'est pas question de la politique. Celui qui veut la prendre après, il la prend, mais je ne force pas à prendre une carte. Ça non, je veux que ça se sache. S'il y en a un qui veut, parce qu'il me le 3 quarts de temps, il me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien moi j'ai dit un pastis avec 2 glaçons. Voilà ce que je demande. Allez, j'étais content, je t'ai fait la transaction, on va manger une pizza. Pour obtenir une licence, Serge nous a avoué aussi être obligé de travailler pour la centrale de réservation radio de Charles Gilardingui. Car étonnamment, l'homme n'est pas simplement chargé de mission auprès du maire. Il est aussi le président de la centrale de réservation Radio TUP, les Bleus. Une double casquette, voire un conflit d'intérêts qui ne lui pose aucun problème. Pour Coptière, c'est important. On a les grands hôtels 4 étoiles. On a le journal La Province. C'est costaud, ça marche bien. On a le gaz, Et voilà, selon lui, comment sa compagnie obtient de tels marchés. Comment vous avez fait pour avoir les hôtels comme clients? C'est-à-dire, on a dit comme ça qu'on a surtout les taxi-tubes, on a des belles voitures. On a des Mercedes, on a des belles voitures avec des 8 places, des 9 places, des 7 places. Et souvent, ils demandent, ils sont plusieurs. Quand il y a des congrès, tout ça, des fois, ils sont 7, 8. On a des voitures appropriées. Nous, les taxi-tubes, je ne sais pas que je veux dénigrer les autres. On a beaucoup de voitures belles. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Jean Agius est le président de l'autre compagnie, les Taxis Verts. Et il est très remonté contre les méthodes de la compagnie rivale. On nous a toujours écarté des hôtels. Voilà. On nous a toujours écartés parce que nous refusons absolument de sortir d'argent, de payer qui que ce soit pour avoir du travail. Je trouve ça inadmissible que le taxi ou quelqu'un d'autre ou une association doivent payer pour travailler. Voilà. On l'a jamais fait, on le fera jamais. Le souci, c'est que l'argent que le taxi va donner au portier, il ne va pas le sortir de sa poche. Il va le récupérer sur la course du client. Selon lui, pour obtenir le marché des hôtels, la TUP verserait des bakchiches aux réceptionnistes. Et il tient beaucoup à nous le démontrer. Au téléphone, le réceptionniste d'un hôtel. Oui, bonjour monsieur, Taxi Radio Marseille. Oui, monsieur. Je vous appelle, j'aurais voulu parler à un responsable, la personne qui s'occupe un peu des taxis.
Alors c'est la chef de réception, mais elle n'est pas là aujourd'hui, elle sera là demain. Est-ce que je peux vous aider sinon? Bah écoutez, le but de mon appel en fait, c'est simple. Je suis en train de faire un peu des stats là sur tous les hôtels de Marseille, voir un peu qui nous appelle et qui nous appelle pas. Bon, donc il s'avère que vous, a priori, vous nous appelez pas du tout. On m'appelle travailler avec TUP. Vous travaillez avec TUP. Voilà. Moi, en clair, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen de travailler avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour travailler avec vous? Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions pour développer l'affaire, il n'y a pas de problème. Rendez-vous est pris avec la chef des réceptionnistes de cet hôtel. Nous tournons en caméra cachée. Bonjour madame. Taxi Radio Marseille. J'avais rendez-vous avec la chef réceptionniste. C'est nous qui vous avons contacté pour que vous passiez? Non, c'est moi. C'est moi. En fait, je vous ai contacté parce que je regardais un peu les statistiques, ce qu'on faisait et ce qu'on ne faisait pas. Oui. Bon, il s'avère qu'on ne travaille pas du tout avec vous. Donc j'aurais voulu savoir déjà pourquoi. C'est vrai que jusqu'à présent, on travaillait avec un taxi qui était... depuis des années, on collaborait avec lui, mais là, il s'est arrêté. Donc maintenant, on continue à appeler Taxi Tup parce que ça se passait assez bien. Donc, mais pourquoi pas, vous pouvez me laisser... vous avez des cartes à me laisser? Au départ, le rendez-vous se passe bien. Mais très rapidement, la discussion va devenir très concrète. C'est ma carte. Vous avez le numéro du standard, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord, entendu. Au niveau des petites commissions, sur les aéroports ou sur... Alors je sais pas. Qu'est-ce que... Vous devez avoir l'habitude de fonctionner comment avec les autres hôtels? C'est-à-dire que moi, le but du jeu aujourd'hui, c'est que c'est assez récent que j'ai pris la direction de cette boîte. Donc j'ai pas du tout de clients, si vous voulez, dans les hôtels. Ah d'accord. Donc c'est pour ça. Non, donc c'est pour ça. Alors après, je sais pas, au niveau des commissions, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous, c'est vrai que quand on fait une course pour l'aéroport ou pour une course assimilée au niveau du kilomètre, on a une commission, voilà. Et c'est à vous de faire une proposition. C'est-à-dire si j'ai pas de base. Voilà. Nous, si vous voulez, c'est vrai que ça on propose. Appeler plus ou moins une compagnie, c'est vrai que ça. Ah oui, je comprends. Actuellement, on a droit à une commission sur les dépenses qu'on fait pour l'aéroport. Avec la grosse compagnie, il faut être pareil donc. Voilà. D'accord. Et vous pouvez pas me dire combien ou pas combien? Si, aux alentours de 8 €. 8 € pour l'aéroport. Pour la nuit, quand c'est pour la nuit, et aux alentours de 6,50 € quand c'est la journée. Quand c'est la journée. Donc nous on travaille pour le moment. C'est-à-dire, de toute façon, si on ne donne pas, on n'aura pas d'affaire, en clair. Eh oui. Voilà. Donc. Qui t'intéresse, c'est sûr. Moi, je pense bien. Non, mais d'après ce que j'ai compris, de toute façon, c'est comme je dis, c'est tout neuf. Moi, c'est tous les hôtels qui font ça. Voilà. Pour travailler dans les hôtels, il faut verser une commission. Et ça, c'est parfaitement illégal. D'autant plus que ce sont les clients qui paient ce supplément. Nous retournons voir Charles Gilardingui dans son bureau. Nous, on est contre ça. Ça, on appelle ça la batuche. Ouais. Et on est contre ça. Et ça se faisait à une certaine époque. Maintenant, ça se fait... Avant, ça se faisait à 60, à 50, 60, à 80%. Maintenant, ça se fait à 110%. On n'arrive pas, des fois, ils le font comme il faut. Ça se sait pas, mais nous, on n'est pas d'accord pour donner de l'argent pour faire les courses. Hein. C'est pas normal. Donc, ils ne le font pas, les bleus? Voilà. Les bleus ne le font pas et les verts non plus. À la tête des taxis marseillais depuis plus de 40 ans, Charles Gilardingui pense pourtant prendre sa retraite. Le nom de son fils est évoqué pour prendre sa place. À Marseille, le business des taxis a de beaux jours devant lui. Nous retrouvons Caroline, la jeune styliste originaire de Charente. Elle organise enfin sa première vente à domicile dans un quartier bourgeois de la ville. Une Marseillaise a vu sa collection au tournoi de tennis et a eu un véritable coup de cœur pour ses vêtements. Elle l'invite aujourd'hui pour présenter à ses amis la jeune créatrice qu'elle vient de dénicher. Voilà, ce soir, j'ai invité en fait quelques amies, copines, mais aussi des filles qui marquent un petit peu la vie marseillaise, parce que je trouve que c'est bien. Donc, on va trouver des DJs, il va y avoir des stylistes, des créatrices, on va rencontrer plein de gens, des designers, enfin plein de filles un petit peu originales qui s'intéressent vraiment à la mode. Ça va ? 10 filles au total vont venir au rendez-vous. Enchantée, Caroline. C'est la créatrice. D'accord. Caroline est aux anges. Caroline. Claire, enchantée. Bonsoir. Ah, enchantée. Enchantée. Ben, ça m'a l'air tout à fait parfait. Ce sont les Marseillaises que vous recherchiez? Oui. C'est ça. Merci. Installez-vous ici plutôt. Ça, vous n'êtes pas trop serré.
Qu'est-ce que vous aimez mettre quand le matin, quand vous vous levez? Vers quoi vous avez tendance à vous diriger? J'aime bien les robes, moi. Je trouve les robes? D'accord, j'ai plus robe. Ouais, j'ai plus robe. Au moins, comme ça, on a la tenue d'un coup, c'est vachement plus Le courant passe bien entre la petite charentaise et les Marseillaises branchées. L'ambiance se transforme rapidement en une séance d'essayage entre Je copines. lui prépare une tenue pour qu'elle essaye. En fonction de sa morphologie à elle, ce que je pense qui, dans ma collection, va la mettre le plus en exergue. Voilà, tu peux le remonter aussi, complètement. C'est vraiment Corto Maltese. Hein. Ouais, mais c'est génial. J'aime beaucoup. C'est canon, c'est canon. Je pense que je vais craquer. C'est sûr. Le fait qu'elle ne soit pas marseillaise, ça vous pose problème ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ce qui est important, c'est la création. Après, l'origine de la personne, peu importe. Et c'est justement important qu'il y ait des gens de partout qui viennent à Marseille. Ça, c'est très important même. 200, tu m'as dit? Oui, tout à fait, tout rond. Je te laisse remplir l'ordre. J'ai pas oui, pas de problème, merci beaucoup. Je vais chercher la carte. Vous avez fait déjà une vente? Tout à fait, la première de la soirée. De 200 €. La plus grosse pièce. Je suis ravie. Caroline vendra ce soir-là pour 500 € de vêtements. Elle s'imagine déjà organiser 2 ventes de ce type par semaine. Tout près de là, à 149 mètres au-dessus du niveau de la mer, Raffaele, le restaurateur italien, rend visite à une mère qui lui est particulièrement chère, la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, la basilique qui surplombe Marseille. Quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion, la plupart des Marseillais la respectent, comme la protectrice de la ville. Raffaele est très croyant. Il vient prier et partager avec elle ce qu'il a de plus intime. Tous les 2 ou 3 semaines, je viens rallumer les bougies. J'espère qu'elle m'amène encore un peu la fortune, me donne la force de travailler. Voilà. Et le bonheur pour ma famille. Que tous mes petits vont bien. La bonne mère, ça représente c'est la patronne des pêcheurs. Que le matin, elle m'amène le poisson pour travailler dans mon restaurant. Et en plus, la bonne mère, ça représente comme en Italie, comme la Madone italienne. Je sais que ma maman est très contente que je vienne allumer le bougie pour elle et que je suis venu à l'église. Il ne repart jamais sans prendre le temps d'admirer un panorama unique sur Marseille. Le futur, peut-être, pourquoi non, restaurant au centre-ville. On verra. On verra au projet. Ramasser les champignons, ramasser les limaçons. Allez, à la santé de la liberté. À Sormiou, c'est le jour de la fête des Calanques. Une tradition au début de chaque été. C'est le propriétaire de la Calanque, un des meilleurs traiteurs de la ville, qui régale. Cette année, André Pacito et ses amis anti-parc national en ont profité pour inviter les élus de la ville. Le maire, une fois de plus, n'est pas là, mais il a envoyé une de ses adjointes, habillée en noir. Le discours calenton n'est pas à l'apaisement. Et chers amis, nous ne voulons pas de ce projet de parc national tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, car il ne laisse qu'une place minuscule à tout ce qui fait notre bonheur. Pêcher, chasser, oui, mais dans quelles conditions ? Continuer à vivre au cabanon, oui, mais avec quelle nouvelle réglementation? Rien n'est clair, rien n'est précis. En réalité, suite à leurs actions,
Les cabanonniers ont déjà obtenu quelque chose. Ils vont pouvoir donner leur avis sur la charte du parc en cours de rédaction. Pour l'adjointe au maire, c'est déjà beaucoup. Vous ne réussissez rien sans une large adhésion. Voilà. Imposer les choses, ça se passe pas bien. Donc il faut arriver à construire un futur parc qui convienne à une large majorité. Donc on est dans une phase de concertation, de discussion, de concession parfois, pour que justement le projet avance. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Certains cabanonniers sont prêts à enterrer l'âge de guerre. Mais apparemment, les irréductibles n'ont pas désarmé. Si jamais ça passe, par exemple, parc national, est-ce que vous allez continuer la pêche, à faire du barbecue? Ah, mais ça, c'est sûr. Il faudra qu'ils mettent un régiment de parachutistes pour nous interdire. Vous rigolez. Moi, le jour de l'ouverture, même si le parc national est fait et qu'on m'interdit d'aller chasser, je prends le fusil, je vais dans la colline et je vais chasser. Voilà. La décision définitive d'implanter le parc n'est toujours pas prise. On parle de juin 2011.